Merci mesdames et messieurs de nous retrouver une fois de plus pour ce nouveau journal sur CAM News 24. À suivre dans cette édition, la fabrication, l'importation et la commercialisation des emballages non biodégradables sur le viseur du ministère de l'Environnement. Le ministre Pierre Hélé était face à la presse ce 12 août en prélude à la réunion de concertation sur l'application des textes en matière de gestion des déchets au Cameroun prévue à Douala le 14 août prochain. Changement à la tête du conseil d'administration de la Société camerounaise des dépôts pétroliers SCDP. Le ministre Basile Atanganakouna a procédé ce 12 août à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de cette entreprise. La cérémonie faisait suite à un conseil d'administration extraordinaire tenu quelques heures plus tôt qui a abouti à l'élection du sieur Jean-Fabien Moncam-Ninche. Et puis, tension dans le 2e arrondissement de Bertois, un communiqué du sous-préfet André Tayanou, signé le 6 août dernier, demande à certains commerçants du marché central de libérer la déventure de l'école d'application groupe 1 et 2. Une décision pas du tout appréciée par les concernés qui trouvent absurde la note du chef de terre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable pense qu'il faut désormais passer à la phase de l'application du texte portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables et de celui fixant les conditions spécifiques de gestion des équipements électriques et électroniques ainsi que l'élimination des déchets issus de ces équipements. Pierre Hélé était face à la presse le 12 août 2013 dans la salle des conférences de son département ministériel à Yaoundé. La synthèse de cette cérémonie avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Kodamougou. Il était question de préparer la rencontre du 14 août prochain à Douala avec les opérateurs économiques de la filière des emballages plastiques et des déchets non biodégradables en vue d'échanger sur l'application des 2 textes visés. Pour Pierre Hélé, le Cameroun ne doit pas devenir un dépotoir. Les 10 textes accordaient alors un délai de 18 mois à compter du 24 octobre 2012 aux opérateurs du secteur pour se conformer à la nouvelle réglementation. Malgré toutes les mesures prises, l'on a toujours noté des entraves mettant en mal cette politique. C'est donc fort de cela qu'une séance de concertation s'est tenue à Douala le 12 juillet dernier afin d'harmoniser la compréhension des 2 textes et faciliter leur mise en œuvre. Sur les 6 millions de tonnes de déchets évalués en 2012, 10% sont des déchets plastiques. Il s'agit là d'un appel à une prise de conscience collective. Pierre Hélé renseigne d'ailleurs qu'un avant-projet de loi devant instituer la fiscalité environnementale sera soumis à l'Assemblée nationale pour vote. Au-delà de mars 2014, les transgresseurs encourront des peines d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans avec des amendes allant de 5 à 10 millions de francs CFA. Nous proposons à l'instant un extrait de Pierre Hélé à l'issue de cette cérémonie. Les textes suivants ont été signés l'année dernière. Il s'agit du décret numéro 2012-2809 PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets. Aussi, des mesures ont été prises pour que ce texte soit suffisamment vulgarisé dans les 10 régions à travers les services de concentré du ministère de l'Environnement. Cependant, l'on note 2 problèmes majeurs qui peuvent constituer des entraves à la mise en œuvre de cette politique, à savoir la lenteur dans l'application des 10 textes et la contribution des entreprises concernées à la collecte des déchets existants. Il faut éviter les plastiques non biodégradables de moins de 60 microns. Donc effectivement, je pense que le problème d'emballage ne se posera même pas. Parlons domaine, cadastre et affaires foncières dans ce journal. Le ministère en charge de ces dossiers tient depuis ce 12 août et ce jusqu'au 13 août 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé, la 5e conférence annuelle des responsables des services centraux et des concentrés. Thème des travaux, la gouvernance foncière au service des grandes réalisations, amélioration des procédures et du service public. Le compte rendu de la rencontre à mi-parcours, Salmon Foué, Marcel Rodabin, Éric Ticheux pour le récit. Qui me permis, avant
En ouvrant les assises de Yaoundé, Jacqueline Kouabessike a précisé qu'elles interviennent à un moment clé de la vie nationale caractérisé par l'émergence et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Tout un programme qui aura inspiré le thème de cette conférence. Pendant les 2 jours que dureront les travaux, les participants venus des 10 régions du Cameroun travailleront autour d'une thématique variée. Il s'agit de la feuille de route ministérielle, du budget programme, du nouveau système de traitement, du contentieux foncier et domanial, de l'opérationnalisation du guichet unique, de la mise en place des nouvelles conservations foncières à caractère spécial, ainsi que du développement et des protections du patrimoine de l'État. L'objectif à terme est de parvenir à la levée de la contrainte foncière pour faciliter les investissements, poursuivre la modernisation de nos infrastructures et de nos équipements, renforcer l'offre et la sécurisation des terrains et développer le patrimoine de l'État en renforçant sa protection et celle des recettes domaniales. Par ces assises, le MINCAF espère mettre tous ces cadres au même niveau d'information pour leur permettre d'assurer la conduite harmonieuse du processus de réforme foncière prescrite par le chef de l'État. Cette mise à niveau commun d'information et de connaissance va également porter sur les changements opérés au sein du ministère. À titre de rappel, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières est principalement chargé des domaines publics et privés de l'État, de la gestion du domaine national et des propositions d'affectation, de la protection des domaines publics et privés de l'État contre toute atteinte en collaboration avec les administrations concernées. Dans un tout autre registre, les membres de l'Association des universités africaines sont à l'école doctorale de Douala pour un travail scientifique de 3 jours. Ils ont à l'esprit d'élaborer des stratégies à même de renforcer les capacités des gestionnaires des facultés, des départements des universités. Le monde est en mouvement continuel, il est nécessaire d'adapter les enseignements afin de rendre davantage compétitifs les produits issus de cette formation. Plus de précision dans cet élément signé José Ngongan et Serge Tetka. Créées pour la plupart sous la bannière coloniale, les universités africaines ne sont plus up-to-date. De l'urgence d'accompagner les politiques nationales de plans stratégiques cohérents. C'est pourquoi il faut davantage capaciter les gestionnaires des facultés et des départements pour une formation de qualité adaptée au contexte. La plupart de nos universités ont été créées à un moment où les besoins actuels ne se faisaient pas sentir. Vous voyez, beaucoup d'universités étaient créées par les colons. Actuellement, donc, il faut réadapter le système. Donc, il faut réarmer les gestionnaires. Les experts, enseignants et chercheurs de la communauté universitaire de l'Afrique tout entière sont rassemblés à Douala. L'ambition ici est d'améliorer le rendement des produits de nos universités sur le terrain, la société étant sans cesse évolutive. Au Cameroun, pour le cas d'espèce, l'on parle depuis quelques années de l'introduction du système LMD, licence, master, doctorat. De plus en plus, il est aussi question de professionnalisation des enseignements, un travail qui doit être fait en équipe pour une contribution innovante. Les universités sont formées à la recherche, à l'enseignement, mais il manque une petite chose. Mais cette petite chose-là, c'est ça qui compte, parce que si les institutions ne sont pas bien gérées, on ne va pas avoir de bons résultats. La formation à l'université dans l'Afrique d'aujourd'hui doit inévitablement s'inspirer d'un idéal ouvert au monde, en perpétuelle mutation. Les universitaires africains sont conscients que le continent noir dépense des sommes faramineuses dans la formation. Malheureusement, l'Afrique fait face à une saignée chronique de cerveau au profit de l'Occident. Et nous l'annoncions en titre, une ère nouvelle s'ouvre désormais à la Société camerounaise des dépôts pétroliers SCDP. Le ministre Basile Atangana-Kouna a procédé ce 12 août à l'installation du nouveau président du conseil d'administration de cette entreprise. La cérémonie faisait suite à un conseil d'administration extraordinaire tenu quelques heures plus tôt et qui a abouti à l'élection du sieur Jean-Fabien Moncam-Linche. Reportage. Il s'appelle Jean-Fabien Moncam-Linche. Il a désormais la lourde charge de conduire à bon port le conseil d'administration de la Société camerounaise des dépôts pétroliers SCDP. En l'installant à ses nouvelles fonctions ce 12 août, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, qui a présidé la dite cérémonie, n'a pas manqué de rappeler au nouveau promu les principales missions à lui assignées.
Des missions qui se résument essentiellement à œuvrer pour la consolidation de l'embellie observée ces derniers temps dans cette société. L'option de modernisation et d'augmentation des capacités de stockage en cours ouvre de nouvelles perspectives à cette entreprise. En effet, la SDP est désormais engagée dans le processus d'une migration profonde sous l'impulsion du conseil d'administration et du directeur général, M. Gaston Edundu et Somba, que je félicite solennellement pour sa vision, son sens élevé du devoir et du travail bien fait. Dans son propos liminaire, le ministre Basila Tanganakuna n'a pas tari d'éloges à l'endroit du président sortant Ibrahim Talba Mala, porté aux commandes de la Sonara. Pour lui, l'intéressé aura pendant les nombreuses années passées à la tête du conseil d'administration rempli sa tâche de manière remarquable. Il est important de préciser que l'installation de ce Douzou faisait suite à la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu quelques heures plus tôt, à l'issue duquel l'administrateur Monka Minche a été élu conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts de la société. Une nouvelle s'ouvre donc à la SCDP qui, il faut le noter, connaît depuis 3 ans une ascension fulgurante marquée par une embellie financière. Avec 4 milliards de bénéfices nets en 2011 et près de 2 milliards 800 millions en 2012, sans oublier les primes de rendement de 125 millions pour les employés en 2012 et de nombreux chantiers en cours, l'entreprise de la vie de ses dirigeants est désormais lancée vers une course à l'excellence. Élections municipales et législatives du 30 septembre prochain, l'Union des populations du Cameroun présente ses candidats dans la MIFI. Les candidats issus de la coalition UPC, UDC, CPP et Manidem ont été présentés au cours d'un dîner de presse organisé à l'intention des hommes de médias dans la salle des banquets d'un hôtel de Bafoussam. Le compte rendu de Médar Ngosso et Pierre Ngangue avec le récit de Bintou Akoum. Ils sont 39 au total, dont 35 partant pour les élections municipales à la commune de Bafoussam 2e et 4 pour les législatives dans le département de la MIFI. Ces différents candidats issus de l'UPC, de l'UDC, du CPP et du Manidem forment une coalition dont le but est dévoilé ici. Entre le SDF et le RDPC, qui sont les partis système aujourd'hui, les partis de l'establishment, il faut proposer un autre discours, le discours de l'alternance. Et c'est ce que nous voulons proposer aujourd'hui à travers cette coalition des partis. Pris individuellement, ce sont des partis marginaux, mais collectivement, ils vont faire le contrepoids par rapport aux partis système. La présentation des candidats et l'entretien avec les hommes de médias consistait à éclairer les uns et les autres sur la coalition et la démarche de l'UPC pour le double scrutin du 30 septembre prochain. Des propos de Michel Eklador Pekoua, mandataire des listes de l'UPC dans la MIFI, le retient que cette plateforme qui existe depuis 2011 à travers le soutien aux élections présidentielles de l'UDC par l'UPC à l'ouest vise non seulement l'alternance dans la MIFI, mais aussi l'évolution de la loi électorale vers une plus grande prise en compte des suffrages populaires avec en toile de fond l'avènement d'une élection à 2 tours et l'officialisation des alliances. En plus de l'UDC, du CPP et du Manidem qui sont directement engagés, l'UPC bénéficie également du soutien de l'AFP, du PADEC et de l'UMS pour cette échéance qui se déroulera d'ici peu. Double scrutin du 30 septembre 2013 encore, le RDPC vole au secours de l'ECAM, une commission de sensibilisation et de mobilisation du comité central de ce parti vient de séjourner dans la région du Sud. Conduite par Madeleine Tchouenté, la dite commission a exhorté tous les citoyens s'étant inscrits sur la liste électorale biométrique à retirer leur carte d'électeur auprès de l'ECAM. Elle s'est par ailleurs attelée à panser les blessures vertes au sein du parti et parmi les militants lors de la campagne des investitures pour cette double élection. Les détails avec lui de Gonzaga, Archange Banda et Divinapi. Dans la permanence du parti de Korovos à Ebolova, où s'est tenue cette séance de travail, Madeleine Tchouenté n'est pas allée du dos de la cuillère pour dévoiler le message du comité central du RDPC aux populations du Sud. Ma descente à Ebolova, c'est pour demander à tous nos militants d'aller retirer leur carte. Vous savez, le devoir citoyen de chaque Camerounais, c'est d'aller voter. Or, pour voter, il faut une carte électorale. Et la province du Sud doit montrer l'exemple. Parce que la province du Sud a souvent des records de vote, 99%, 100% dans certains coins même.
Mais vous ne pouvez pas voter à 100% si vous n'avez pas retiré 100% des cartes. Sur près de 19 000 cartes électorales déjà envoyées dans la région du Sud par Elecam, environ 15 000 restent à distribuer. Occasion pour le chef de mission d'interpeller tous les acteurs du Sud et surtout les responsables des commissions opérationnelles du parti à multiplier les stratégies pour amener tous les militants à retirer leurs cartes respectives, seul gage d'une victoire éclatante du RDPC au soir du 30 septembre 2013. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a saisi cette opportunité pour en appeler à la cohésion au sein du parti. Cap dans le sud du pays à présent, où le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Nganou-Djoumissi, est arrivé ce 12 août 2013 à Ebolova. Accueilli à l'entrée de la ville par le gouverneur de la région du Sud, Jules Marcelin Ndiaga, le Mineplat est venu visiter les travaux d'avancement du chantier de construction de l'usine à parc des tracteurs d'Ebolova, un chantier qui connaît de nombreuses difficultés dû à un sol très accidenté. Nganou-Djoumissi a donné les instructions afin que ce chantier arrive à terme dans un délai de 2 mois. Voici d'ailleurs une attitude de M. Sopopol Moukori, le directeur général de l'entreprise chargé d'exécuter les travaux. Le ministre, on doit remercier le ministre Nganou pour la volonté qu'il met. Il est bien vrai, c'est très difficile. Je vous dis bien, c'est très difficile, puisqu'on rencontre beaucoup d'obstacles. La zone est trop accidentée, mais compte tenu du fait que l'usine doit finir, on est en train de tout faire pour le finir. Vous avez constaté avec moi que les travaux avancent. On a des difficultés sur casser des rochers. Ce n'est pas tout le monde qui casse des rochers au Cameroun, mais il faut trouver des spécialistes en matière de rochers. Ils sont très peu. Il faut avoir des autorisations dans ce qui concerne des problèmes. C'est des problèmes ce sont des problèmes techniques, surtout, suivi technique, rien de plus, tel que le ministre a dit, tel que vous avez vu la dernière tranchée du travail que nous sommes en train de faire. Les 2 mois, je pense que les 2 mois sont largement suffisants pour la clôture des travaux. Cette information constitue l'autre titre de ce journal. Tension dans le 2e arrondissement de Berthois. Un communiqué du sous-préfet André Tayanou, signé le 6 août dernier, demande à certains commerçants du marché central de libérer la devanture de l'école d'application groupe 1 et 2. Décision pas du tout appréciée par les concernés qui trouvent absurde la note du chef de terre. À 3 jours de l'entrée en vigueur de la décision, le sous-préfet appelle au civisme des commerçants. Roméo Tignon, Ernest Atiba. Privilégier la rentrée scolaire des enfants qui se préparent à emprunter le chemin de l'école loin du vacarme créé par les commerçants, c'est l'objectif visé par ce communiqué dont l'approbation a été faite par les autorités éducatives et administratives de la ville. Nous avons constaté depuis 2 mois que nous sommes là, que cette devanture occupée de bannières anarchiques et illégales même. Est-ce qu'elles ont été installées officiellement par les autorités? Surtout que ces places, même s'il faut parler d'une installation, ça demande une étude approfondie parce que nous sommes en face d'une école publique, d'une institution de formation. Certaines activités ne sont pas autorisées à s'y dérouler. Parmi les commerçants sommés de libérer les lieux dans 3 jours, la plupart rencontrés ce 12 août relèvent le fait de n'avoir pas été informés à temps. Pourtant, le communiqué publié en ceinture tout autour de l'établissement en question a été également diffusé sur les antennes des radios locales. Pour ces quelques commerçants en colère qui menacent de faire grève le 15 août prochain, la période préparatoire de la rentrée scolaire du 2 septembre n'arrange pas les choses. Quand le sous-préfet nous demande de libérer le marché avant le 15 août, nous avons les enfants à mettre à l'école. On n'a même pas de marché. Vous voyez la devanture là où nous vendons dans la poubelle. Nous payons les tickets du marché de la commune. Mais on n'a jamais eu un marché ici là. Nous sommes en train de nous débrouiller comme vous voyez là. On n'a pas de mari ni rien. Nos maris c'est ici au marché. Bon, la population, quand on dit qu'on doit quitter ici là, tout le Berthois, manger ici dans le marché ici. On doit quitter ici, on doit aller où? En attendant le jour J, le sous-préfet André Tayanou dit compter sur le civisme de ces populations. Il précise que seuls les commerçants installés à la façade avant de l'école sont concernés. C'est donc une vingtaine de commerçants qui devra aller crier fortune ailleurs.
Et nous voilà hors de nos frontières présidentielles maliennes. Le dépouillement des opérations de vote a pris fin au pays. Les électeurs attendent dès à présent la proclamation officielle des résultats du second tour de cette présidentielle par le ministère de l'administration territoriale. Pour ce scrutin très attendu, le Mali a bénéficié de l'appui de la communauté internationale dont les missions d'observation se sont déployées sur le terrain. Tout ça va un dessein accompagner le Mali dans cette opération dont l'aboutissement devrait stabiliser le pays affaibli par la guerre. Des précisions avec Constant et collègues du SNAF Canada et Serge Tipka pour le récit. Des banderoles des observateurs à l'entrée de la salle, ils viennent d'horizons divers. C'est ici, dans un établissement hôtelier de Bamako, qu'ils ont pris leur QG. De l'Union européenne ou africaine, du Mali ou de la francophonie, logés séparément, ils y ont chacun son mode opératoire. La plateforme malivote.com se présente comme la solution aux incohérences du processus électoral malien. Elle regorge en son sein plusieurs experts et autres personnes avec des capacités salutaires pour l'avenir du système électoral sur le continent. Le Mali est une énième étape de son déploiement continental. Son mode opératoire est simple. Des personnes assises ici, le regard assidu face à un ordinateur, sont en liaison avec des observateurs sur le terrain. Les internationaux qui viennent au Mali passent par nous, viennent nous voir, nous consulter pour voir. Parce que la différence entre les observateurs nationaux et les observateurs internationaux, c'est que les observateurs internationaux viennent pour un temps, 1 mois, 2 mois. Même si cette année, par rapport au Mali, la crise qu'on est en train de vivre, l'Union européenne a décidé, l'Union africaine, de même que la CEDEAO, et puis 2 mois, ils ont tous décidé d'avoir des observateurs de longue durée. Mais cela n'est pas comparable à nous, nationaux, qui sommes là, qui connaissons la réalité et qui les aidons aussi par rapport à leur observation. Donc il y a beaucoup de missions d'observation qui passent par nous et qui nous aident et qui nous demandent de les aider à avoir d'amples informations par rapport à cela. Les données recueillies peuvent servir aux instances compétentes dans l'organisation du scrutin. Elles peuvent également être divulguées, mais pour des raisons de cohérence et respect de la loi électorale, on attend. C'est à temps réel qu'on a toutes les informations par rapport à l'ouverture, le déroulement et puis le dépouillement du scrutin. On a toutes les informations, donc on peut agir tout de suite avec le ministère de l'administration territoriale pour l'aider à vraiment corriger le scrutin, les dysfonctionnements pour qu'il y ait moins de contestation. Donc en fait, on s'est rendu compte que l'observation classique, c'est d'observer et puis 3 jours, 4 jours après de communiquer son rapport d'administration. Mais nous, on a décidé en temps réel de pouvoir voir les dysfonctionnements, de corriger cela pour que non seulement l'administration puisse faire son travail de manière agréable, mais aussi que les citoyens et les citoyens du Mali puissent voter en toute transparence avec l'appui de tout le monde. Pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali, l'on signale entre autres la présence de 150 observateurs de la CEDEAO, 50 de l'Union africaine, 100 de l'Union européenne et plus de 2000 nationaux. Après la fermeture des bureaux de vote à 18 h, la suite des opérations prévoit l'acheminement des procès-verbaux vers les sous-préfectures, les préfectures, les gouvernorats puis au ministère. Les premières tendances pourraient être communiquées au sortir de la journée de vote, mais la loi électorale donne 5 jours au ministère pour analyser ces données et à la Cour constitutionnelle 72 heures pour fixer l'opinion. Tout ceci après la confrontation de toutes les données qui vont désigner le nouveau locataire du palais de Koulouba. Et avant de clore ce journal, retrouvons le reste de l'actualité internationale résumé par Bintou Akoum. Déjà à la rentrée pour Jean-Marc Ayrault qui a accueilli à Matignon 300 enfants qui ne peuvent partir en vacances. Le Premier ministre doit assurer la continuité de l'État selon les mots de François Hollande, parti se reposer au pavillon de la Lanterne à Versailles. Le gouvernement au grand complet sera de retour lundi prochain pour un séminaire sur le thème de la France à l'horizon 2025. Le ton monte entre Madrid et Londres à propos du rocher britannique. Le Royaume-Uni veut poursuivre l'Espagne pour des contrôles à la frontière qu'il trouve disproportionné et les Espagnols envisagent de faire appel aux Nations Unies. À l'origine du contentieux, la construction par Gibraltar d'un récif artificiel qui nuirait aux pêcheurs espagnols. L'Espagne aurait multiplié les contrôles douaniers par mesure de représailles. La mine d'or de Marikana endeuillée par la guerre d'influence que se livrent les syndicats. Une responsable du syndicat national des mineurs a été tuée devant chez elle 2 mois après l'un de ses collègues. Leur organisation était majoritaire avant d'être supplantée par AMCO, l'organisateur du mouvement des grèves des mineurs en 2012.
Le recteur de la mosquée de Lyon dénonce un climat d'islamophobie en France et appelle à un rassemblement devant la mosquée de Vernicieux. Le lieu de culte aurait été la cible d'un projet d'attentat d'un militaire proche de l'extrême droite radicale. Le jeune homme de 23 ans a été arrêté mercredi et placé en détention provisoire. Quel est le rapport entre un cochon rose et un deltaplane? Ils participaient tous les deux au concours international de machines volantes sur la côte britannique. Mais pour beaucoup de participants, cette tentative de vol s'apparente plutôt à un plongeon dans l'eau fraîche. Le gagnant a réussi à parcourir 85 mètres avant de piquer une tête. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur CamNews 24.